Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Et comme tous les mercredis, nous avons notre présentatrice du mercredi. Bonjour, Ludivine. Bonjour, Danick. Ça va? Ça va très bien et toi? Bon, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, eh bien, on va recevoir dans un instant Anne-Bertie Boudon. Bonjour. Bonjour. Et la directrice générale de la Poste, elle est arrivée ici depuis 6 mois. Après la dernière grève, et c'est tant mieux pour elle. On parlera un petit peu de la Poste, de tout ce qui va se passer. Louis Collomb, ancien président de l'Office du Carnaval, sera aussi avec nous un peu plus tard. Patrick Saint-André, adjoint chargé des affaires culturelles de la ville de Sainte-Rose, sera aussi notre invité. Puis on va terminer comme tous les mercredis avec Martine Fazer pour sa chronique culturelle. Sinon, l'actualité, c'est l'appel à la mobilisation. Depuis ce matin, Michel Depape était sur place. La première édition du congrès Gym Caraïbes continue. Ça a commencé hier, mais ça continue encore 2 jours. Il y a une remise de diplôme hier au World Trade Center des écoles l'ESSEC et le Business School. On en parlera avec Charlie Dagonia. Et puis on va terminer avec le projet d'embellissement École de Notre-Dame de Grâce. Michel Depape. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de ZCL News, de Canal 10, de RHT. Et aussi de Canal 10. Alors, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois la nouvelle directrice de la Poste, Madame Bertie Boudon. Rebonjour. 6 mois que vous êtes ici. Ça va? Pas trop très chaud, bien. pas trop froid? Non, très bien. Ça va? Je suis arrivée effectivement au mois de juillet. Oui. Et j'ai le plaisir de découvrir cette magnifique région. Donc, en tant que directrice régionale de la Poste de Guadeloupe et des îles du Nord. Bien. Alors, vous savez, bon, il y a eu quelques petits soucis au niveau de la Poste. On ne peut pas ne pas vous poser les questions. La question des frais postaux, est-ce que ça va être réglé? Des frais de douane, qu'est-ce qui est dans l'air? Alors, effectivement, il y a des choses dans les tuyaux. Donc déjà, pour expliquer, c'est l'Union européenne qui a demandé le renforcement de la réglementation sur le transport des marchandises à l'international, de façon à limiter un peu les effets du e-commerce sur l'économie locale. Donc la Poste, tout comme tous les autres transporteurs, sont rentrés dans cette démarche de dédouanement. Donc actuellement, il y a un dédouanement à partir de 205 € pour les marchandises de particulier à particulier. Effectivement, le changement qu'il va y avoir, c'est qu'on va passer à 400 € au mois de mars, puisque la loi a été votée. On a ouvert un petit peu le dispositif. Le dispositif pour les marchandises de particulier à particulier de la métropole vers la Guadeloupe. D'accord. Alors sinon, la Poste est un petit peu présente partout. Je sais que depuis 2 ans, il y a même pour de là un renouvellement des bureaux de poste. Alors on fait effectivement beaucoup d'investissements sur les bureaux de poste. En 2022, on a rénové 10 bureaux de poste sur la Guadeloupe, donc pour un budget à peu près d'1,5 million. Donc on s'attache surtout à améliorer la qualité de l'accueil et aussi la qualité pour nos collaborateurs. Oui. La Poste, c'est aussi une banque. Il y a beaucoup d'activités en ce moment à la Poste. Tout à fait. Tout à fait. On a plusieurs activités. On a l'activité courrier-colis, qui est l'activité traditionnelle. On a l'activité branche grand public et numérique, qui est représentée par nos bureaux de poste. Donc, on a 60 points de contact au niveau de la Guadeloupe, que ce soit bureau de poste, relais commerçants ou agence postale territoriale. Et puis, on a aussi l'activité Géopost, ça c'est les colis vers l'international, et la banque postale, bien évidemment. Oui. Et donc, même au-delà de la Guadeloupe, mais je crois jusqu'à Saint-Martin, vous êtes encore présent? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a inauguré la semaine dernière une agence postale territoriale, le quartier d'Orléans à Saint-Martin, ce qui a renforcé notre présence sur le territoire. On est présent à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alors, dans nos grandes terres, vous savez qu'il y a eu la grève pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, les gens étaient privés de courrier. Semble-t-il, vers Port-Louis, Petit Canal, tout n'est pas réglé? Alors, il y a eu une grève effectivement au moment de la réorganisation qui a été mise en place au mois d'octobre. Donc, il est vrai que pour l'instant, les facteurs s'adaptent à cette nouvelle organisation. Et il y a encore quelques petits soucis, mais c'est en train de se régler. Donc, on est en très bonne voie. Il faut que les gens soient patients quand même.
Un petit peu encore, mais vraiment, on est dans la bonne voie. Avant, après le carnaval? Avant. Avant le carnaval. Ouais. Bien, alors, il y a autre chose, c'est que les horaires de la poste sont en train de s'élargir. Je veux dire, la poste sera ouverte plus fréquemment. Alors déjà, depuis le mois d'octobre, on rouvre l'après-midi, puisque jusqu'à présent, on avait encore les horaires qui avaient été mis en place au moment du Covid. Donc, depuis le 1er octobre, on a décidé de réouvrir l'après-midi les bureaux de poste. Et ce que l'on va effectuer sur cette année 2023, l'objectif, c'est d'harmoniser les horaires des bureaux de façon à ce qu'il y ait plus de clarté pour les clients. Et donc, on va avoir peut-être 2 ou 3 types d'horaires de bureaux en fonction de la taille des bureaux. Et ce seront les mêmes sur toute la Guadeloupe et les îles du Nord. Par exemple, le bureau de Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il était fermé le samedi. Est-ce qu'il va réouvrir le samedi? Alors, il est ouvert le samedi matin. Il est ouvert le samedi matin, oui, mais pas le samedi après-midi. Non. Pas encore. Bien, alors, autre chose, c'est un petit peu plus de précision sur les fonctionnalités qui sont offertes aux clients à la banque postale, quand même, c'est important. Oui. Parce que c'est une banque qui aide beaucoup de personnes, de Guadeloupéens. Tout à fait. Alors, sur la banque postale, on a toutes nos activités traditionnelles, hein, les ouvertures de comptes, les livrets, on a des comptes Ma French Bank. Donc ça, ce sont toutes nos activités traditionnelles avec une orientation spécifique pour les jeunes. Et puis, on s'attache aussi à accompagner nos clients sur leur projet de vie, donc notamment le projet Habitat, qui est un projet souvent extrêmement important pour chacun. Donc, on a la création d'une maison de l'habitat sur 2023, de façon à accompagner nos clients dans leurs projets immobiliers. Oui. On a aussi Louvre Banque Privée qui a été installée en 2022, donc qui est une banque pour les clients patrimoniaux. Donc une clientèle à fort enjeu. Et donc, on renforce cette présence de Louvre Banque Privée sur la Guadeloupe. Et on a un dernier arrivé qui est la Banque de financement et d'investissement, qui, elle, s'adresse aux collectivités et aux professionnels. Oui. Donc, ça veut dire que la capacité bancaire de la Poste est en train de s'ouvrir. Alors, j'ai comme le sentiment, enfin, je pose la question, que le digital un petit peu affaiblit le courrier, mais de l'autre côté, ça permet la modernisation. Alors, on s'attache à accompagner justement nos clients sur le digital. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de courriers. Oui. Donc, on s'adapte avec des nouveaux services, avec l'accompagnement sur le numérique. D'ailleurs, on a un espace numérique sur Basse-Terre qui vient d'ouvrir pour accompagner notre clientèle sur le numérique. Et on a aussi beaucoup de nouveaux services, puisqu'effectivement, nos facteurs ont moins de courriers, ça c'est une évidence. Donc, on a des nouveaux services comme le portage de fruits à l'école, donc qui est effectué. Le portage de fruits. Oui, donc dans certaines écoles de Guadeloupe, le facteur amène le matin des fruits pour que les enfants aient des fruits à l'école. Donc ça, c'est un service. C'est au choix des communes, comment ça s'organise? Oui, c'est les communes qui décident de ce contrat. Oui. Donc on a ce service-là. On peut aussi apporter des repas aux personnes âgées, notamment, puisqu'on a la chance d'avoir des facteurs qui sont présents 6 jours sur 7 sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc on se sert en fait de cette présence et de cette qualité que l'on a pour offrir d'autres services. On offre aussi, par exemple, aux collectivités l'inspection des routes, pour voir l'état de lieu des routes et pour après qu'elles puissent savoir où faire des travaux. Donc ça aussi, c'est un contrat qu'on a fait en Guadeloupe. L'auto-école, ça fonctionne? L'auto-école, ça fonctionne toujours. Oui. On passe son code à la poste, le code pour le permis auto et aussi le permis bateau. Et qu'est-ce que c'est exactement la poste mobile? La poste mobile, c'est un téléphone, c'est ce que vous avez certainement dans votre poche. Oui. Et donc, on a des contrats avec donc la poste mobile pour offrir des offres téléphoniques à tout à chacun. On peut déjà mettre sa carte postale sur son téléphone avec l'application? Alors, on a ce qu'on appelle l'identité numérique. Donc, l'identité numérique permet d'avoir une signature et de pouvoir, par exemple, vous n'avez plus besoin d'avoir votre carte d'identité pour aller chercher un colis en bureau de poste. Vous utilisez l'identité numérique et ça sert aussi pour toutes les fonctions, les impôts, tout ce qui est administratif. C'est une appli de la Poste? C'est une application, oui, qui est gratuite. Qui est gratuite et que l'on peut faire dans tous les bureaux de poste. D'accord. Alors, autre chose, quand même, la clientèle, parce que vous savez qu'à la Poste, je prends le cas de Pointe-à-Pitre ou les grandes postes, la clientèle était très lourde, surtout en fin de mois, à la période du RSA, enfin des choses comme ça. Est-ce qu'au niveau de la clientèle, il y a une amélioration de la réception?
Alors ça, c'est le grand chantier que l'on fait actuellement. Donc, c'est d'améliorer l'accueil de la clientèle. Donc, on crée des positions accueil pour vraiment accueillir les clients dans les bureaux de poste. Donc, évidemment, tous les travaux qu'on a fait, ça y contribue. Mais il y a aussi une posture à avoir. Et donc, on travaille beaucoup sur cette posture d'accueillir les clients. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un mouvement de rénovation des bureaux de poste. Les prochains rénovés. Alors, on en aura d'autres sur l'année 2023. Donc, pour l'instant, on est en stand-by, mais on va avoir d'autres bureaux rénovés sur toute l'année. Donc là, on a eu beaucoup le Nord Grande-Terre, on a eu Marie-Galante aussi. Oui. Et donc, on va avoir d'autres bureaux sur l'année 2023. Et pas de fermeture? Quand on fait des travaux, on ferme un petit peu, mais non, pas je veux dire pas. Parce non, que je sais non. qu'en France, il y a des endroits, des villages où il y a des bureaux de poste qui ont été fermés. Non, là, c'est pas le cas de la Guadeloupe. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, vous arrivez dans un paysage un petit peu apaisé socialement à la Poste? Oui. Oui, moi, je suis pour le dialogue et pour la communication. Donc, il y aura évidemment des adaptations, mais je souhaite que ce soit fait vraiment dans la concertation et dans la bienveillance et qu'on puisse le faire en communiquant avec toutes les parties prenantes. Oui, et donc ça se passera bien. Enfin, en tout cas, on l'espère. En tout cas, Madame Boudon, merci pour votre première venue. Ce ne sera pas la dernière, j'imagine. Non, on va reprendre ces rubriques. On vous reverra prochainement, enfin, on l'espère en tout cas. Ouais, moi aussi. Merci pour votre première venue. Voilà, on va revenir à l'actualité tout de suite. C'est l'appel à la mobilisation, puisque vous savez que sur la question des retraites, sur la question de l'éducation ici, il y a un certain nombre de problèmes. Et les syndicats sont mobilisés. Reportage, Michel Lepape, on regarde. Aujourd'hui, dans le cadre de la mobilisation nationale contre la réforme des lycées professionnels, la FSU a mobilisé un certain nombre de collègues. Nous dénonçons le fait que le gouvernement veuille réduire donc, la formation initiale des jeunes en lycée professionnel, ce qui vont sûrement les amener à ne pas pouvoir suivre des études supérieures correctement. Mais surtout, aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des collègues, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient administratifs, infirmiers ou psychologues scolaires, nous appelons l'ensemble donc des fonctionnaires de l'éducation à participer massivement jeudi à la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous donnons donc rendez-vous devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Cette réforme n'est pas à faire parce que les retraites sont financées. Cette réforme n'est pas à faire parce qu'elle va obliger les collègues à travailler plus longtemps et donc se retrouver sûrement en grande difficulté en termes de conditions de travail à 65 ou à 67 ans. Et puis surtout, cette réforme n'est pas à faire tout simplement parce qu'elle va diminuer nos niveaux de pension. Et sachant par ailleurs que nous perdrons également les 40%, c'est donc un certain nombre de collègues qui, une fois retraités, vont se retrouver paupérisés. Ce n'est pas acceptable pour la FSU. La retraite, c'est 60 ans et c'est 37 annuités et demie, pas plus, pas moins. Voilà, on va changer de sujet et on va parler un petit peu de médical. Et Ludivine, il y a un congrès qui se passe en ce moment. En effet, Danick, nous poursuivons avec le congrès Gine Caraïbes qui a ouvert ses portes hier. C'est vrai que le CHU de la Guadeloupe, le pôle parents-enfants, ainsi que l'ARS et le conseil départemental ont voulu justement permettre aux professionnels de la santé de s'exprimer concernant la gynécologie obstétrique. Et nous retrouvons ce reportage signé Olivier Moradel. Alors Gine Caraïbes, c'est un congrès de formation continue en gynécologie obstétrique que nous avons mis en place. C'est la première édition cette année, en espérant qu'elle puisse être renouvelée les années suivantes. L'idée, c'est de mettre en place une formation, un congrès médical, de formation qui intéresse l'ensemble des professionnels de la santé de la femme, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les médecins généralistes, médecins spécialistes. Et on a pour objectif finalement de balayer tous les pans, tous les éléments de la gynécologie obstétrique pour apporter l'actualité, des formations de base et uniformiser les connaissances sur le territoire. Là, c'est un congrès national qui s'est déplacé, qui est venu chez nous, qu'on a un peu anti-anisé parce qu'on a mis des sujets qui nous intéressent. Et comme la population est métissée, on peut retrouver chez la même personne plusieurs types de maladies. Donc on a une pathologie très particulière chez nous. Et c'est important de se voir, de se former pour justement prendre ces pathologies en charge. C'est pourquoi je vous dis que même si les pathologies n'ont pas changé de nom entre l'Hexagone et ici, mais l'évolution n'est pas la même parce que le terrain sur lequel évoluent ces maladies n'est pas le même.
C'est une satisfaction d'accueillir le premier gym Caraïbe, hein, mais pour le département en tant qu'institution, c'est aussi un honneur dans la mesure où, par la PMI, le service de protection maternelle et infantile, nous prenons santé des familles et des enfants, notamment des femmes enceintes et des enfants de plus de 6 ans, jusqu'à 6 ans. Et aujourd'hui, le conseil départemental, dans sa politique de santé, je dirais, accompagne donc ce projet, ce congrès, parce que nous avons toute notre place, dans la mesure où nous sommes, comme on le dit, hein, la politique de toutes les solidarités. Et c'est vrai qu'accompagner les femmes enceintes, accompagner les jeunes, les grossesses, les IVG que nous avons sur notre territoire, reste une priorité pour le conseil départemental. Le format est mixte, hein. On a 3 jours de formation assez intensive. Tous les matins, on a 2 sessions plénières de 90 minutes avec entre midi et 2 un symposium et l'après-midi des ateliers en parallèle pour pouvoir rentrer un peu plus dans les pratiques de tous les jours. Et le soir, une session à 17h30 pour terminer la journée. Donc un programme assez riche, combinant à la fois des formations théoriques, des ateliers pratiques et des discussions autour d'un café avec l'ensemble des professionnels de santé. Il faut souvent ajouter que ce congrès se termine demain. Le 20 janvier. Le 20. Le 20 ? Le 20. Donc il y a encore 2 jours. C'est ça. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Il est 12h47 minutes exceptionnellement. Pour la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité qui est déjà là. C'est Louis Collomb, l'ancien président de l'Office du Carnaval. Comme chaque année, on l'invite ici pour parler de carnaval. À tout de suite. Voilà, vous êtes toujours dans le ZCL News. Il est pratiquement 13h. Notre deuxième invité est là, comme chaque année. Monsieur Louis Collomb, qui a été l'ancien président de l'Office du Carnaval, mais c'est un carnavalier de longue date. Et donc, chaque année, on a plaisir à le revoir. Et après tout le Covid, tout ça, un carnaval en Bas-Fait, cette année, ça démarre mieux. Oui, absolument. Il y a vraiment il y avait un besoin d'extériorisation d'une société un peu confinée. Oui, c'est bien que je le dis. Et donc, en plus, on a eu un cas, je pense que c'est la première fois que je vois ça de toute ma carrière de carnavalier, c'est que le premier dimanche de carnaval était le 1er janvier. En plus, oui, oui. Donc, ce qui nous a fait sur le mois de janvier un dimanche en plus. Oui. Et donc, tout de suite, on a un peu mélangé ce qu'on faisait habituellement au 1er janvier et ce qu'on faisait au 1er dimanche. Donc, oui. Ça a été, dès le 1er janvier, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. Donc, c'est bien parti. Vous sentez bien cette année le carnaval, monsieur Collomb? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Les groupes, vous savez que moi, par ailleurs, dans ma carrière de carnavalier, après avoir été l'organisateur des autres, je fais partie d'un groupe. Oui. Je suis membre d'un groupe, même si je ne me déguise pas, mais je suis tout le temps avec eux. Oui. Et ce groupe est en train... on a une liste d'attente de 500 personnes. De 500 personnes? Comment on fait pour gérer ça? Eh bien, on les prend pas, mais ils sont la liste d'attente persiste. Ça a doublé tout le monde, là. Non, je pense que beaucoup de groupes sont assez nombreux, etc. Mais non, je pense qu'il y a un vrai engouement. Les gens sont... Mascaclé à 500 aussi, déjà. Oui, mais parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui Après, c'est difficile à gérer. Je pense que nous, on estime que le maximum, c'est 400. Donc, bon, quand on est... La jauge, c'est 400. La bonne jauge, ce serait 400, parce que il y a un orchestre d'environ 100 personnes et 150 devant. Ouais. C'est ça, oui, 150 derrière. Donc voilà, on arrive à 400. Par contre, dès qu'on dépasse un peu ces trucs-là, ce qu'on fait, hein, oui. Là aujourd'hui, mon groupe, on est à 550 à peu près. Mais une fois qu'on dépasse ça, on n'arrive plus à gérer, quoi. Enfin, ça devient compliqué à gérer. Les musiciens sont là et puis il y a le groupe chante au moins 3 ou 4 chansons différentes en même temps. Oui. Donc les petits groupes, c'est compliqué. Alors l'autre aspect quand même du carnaval, il faut en parler, c'est le côté touristique. Est-ce que cette année les touristes verront le carnaval? Parce que les bateaux ont recommencé. Alors les touristes des bateaux, je ne sais pas. En tous les cas, le début. Ils peuvent voir la partie, comment dirais-je, parade des groupes à caisse claire qui sortent un peu plus tôt.
Les masques à peau, c'est un peu compliqué pour eux. Je pense qu'ils ne voient pas. Ils sont déjà à bord du bateau. Et... Par contre, je suis quand même étonné. Enfin, pas vraiment étonné, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour ça par l'Office du Carnaval sur ces 10 dernières années. Il y a une participation des gens de passage, je dirais, du touriste qui est chez l'habitant, dans les hôtels, etc. Assez importante. Et qui descendent dans les rues aussi. Qui descendent dans les rues, comme nous, Guadeloupéens. Donc, ils sont là, au milieu de la foule, etc. Et c'est assez intéressant, c'est un phénomène, je pense, qu'on ne mesure pas. Ouais. Mais qu'on devrait mesurer, parce que socialement, c'est quelque chose d'intéressant. Avant, les touristes, ils restaient dans les hôtels, il fallait leur emmener un peu le carnaval à l'hôtel. Ouais. Aujourd'hui, le carnaval est devenu une des motivations du tourisme, et donc ils sont dans la rue, et dans la rue, eux, ils sont là, vous circulez à Pointe-à-Pitre, par exemple, là, à 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, les gens sont déjà là. Et il y en a beaucoup. Donc ça veut dire que le carnaval devient, j'ai envie de dire, un lieu, pas seulement un lieu, mais un événement attractif pour les touristes aussi. Oui. Je pense que le carnaval est devenu une des raisons de tourisme. Alors que, vous savez, quand on a commencé, l'équipe dans laquelle j'étais, c'était dans les années 75, 76 précisément. On nous disait, oui, mais bon, il n'y a pas tellement d'intérêt pour le tourisme, parce que de toute façon, le carnaval, c'est pendant la période touristique. Et les gens viennent pour aller à la plage, à l'hôtel. Ils viennent pas forcément pour le carnaval. Et je crois qu'aujourd'hui, on a renversé cette question-là. Et il y a beaucoup de gens. Alors d'abord, beaucoup d'Antillais qui vivent en France, qui viennent pour le carnaval. Beaucoup de métropolitains aussi, et d'étrangers de toutes sortes, qui viennent. Il y a des gens qui viennent d'autres pays étrangers, alors pas très nombreux évidemment, pour voir le carnaval. Et donc et il y en a aussi de plus en plus, y compris donc des Guadeloupéens, des métropolitains qui viennent pour participer au groupe. Et donc il y a des groupes plus ou moins accueillants, donc et dans tous les styles de groupe, ils rentrent dans tous les... On voit maintenant de plus en plus de gens, plus de métropolitains. Parce qu'il y a quelques années, j'avais même vu un groupe de Bretons qui avait organisé association. Oui, voilà. Mais eux, ils venaient, bon, c'était un groupe de Bretons. Donc, même si c'était un peu mélangé dans le groupe, mais c'était... Tandis que là, ils rentrent dans les groupes. Moi, j'ai une copine qui viendra, qui sera là à partir du 15, qui vient... elle a choisi sa date pour le carnaval. Donc elle vient avec son mari. Alors est-ce que Louis Coulon, on peut dire que le carnaval commence à avoir quand même un aspect économique important pour le pays? Oui, malheureusement, une fois de plus, on ne mesure pas ça. Il n'y a pas d'observatoire du carnaval. Alors, on m'a dit qu'il y avait un observatoire quand même à l'office. Ah non, pas à l'office. L'office, on n'est pas arrivé à faire ça. On avait ce projet-là. C'était un projet, et on avait le projet donc de faire une étude qui permettait de mettre en place les critères qui nous permettant de mesurer justement l'importance du carnaval. Malheureusement, donc ça n'a pas été fait. Et puis voilà, le temps est passé là-dessus. Mais c'est sûr que les quelques approches économiques qui sont faites par des observateurs éclairés, estiment qu'aujourd'hui, le carnaval, c'est un moment économique très fort, et qui a en plus un rapport investissement et résultat de 1 à 10 ou de cet ordre-là. Oui. 1 à 10. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire passer au niveau de nos élus. Oui. De manière générale, même si, bon, il y a beaucoup de choses qui se font. Je pensais à ça ce matin avant de venir, mais quand nous, on a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 85, on avait eu un problème de subvention avec le département. Oui. On avait annulé, on avait fait un genre de manifestation. Et ça s'était joué sur une subvention de 40 000 francs à l'époque. 40 000 francs, ça fait...
je ne sais pas en euros, là, j'ai du mal à faire le calcul très rapidement, mais enfin, c'est pas grand-chose. Oui. Aujourd'hui, les budgets entre la sécurité et tout ça, on est dans des budgets beaucoup plus importants. Donc l'investissement est plus important, mais le rapport est nettement plus important. Oui. Mais est-ce que, justement, est-ce que le soutien des collectivités est acquis? Parce que je me souviens, plus récemment encore, il y avait quelques petits soucis à ce C'est variable. Alors, maintenant que je suis un peu en retrait de ça, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses. La difficulté du politique aujourd'hui, c'est qu'ils ne créent pas un espace. Enfin, ils le font, mais comme on dirait, je ne sais pas leur motivation principale, de créer un espace pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, ouais, et qui s'organisent, les carnavaliers, je veux dire, s'organisent comme ils l'entendent. Ils veulent tout maîtriser. Ils veulent tout maîtriser et ils interviennent un peu trop souvent avec des choix de la collectivité, oui, discutable parce que pas forcément. Et donc on va subventionner tel groupe, on va aider tel groupe, on va demander au groupe des prestations. Et puis il y a une espèce de, il y a une faiblesse des groupes. Je vais employer un gros mot, qui se vendent, oui, à des collectivités. Et qui deviennent comme ça. Alors, la collectivité a l'impression de contrôler quelque chose. Oui. Eux, ils s'en foutent, ils ramassent du fric, oui, machin, tout en disant, nous, on fait masse, c'est une espèce d'idéologie de masse, oui, mystique, etc. Mais ils vont aussi là où il y a l'argent. Oui. Donc, c'est un peu une sorte de dévoiement. Et moi, enfin, c'est un phénomène que je regarde un peu avec tristesse d'un côté et disant que c'est probablement les ferments d'un problème qui va nous arriver un jour ou l'autre. Oui, parce que il y a depuis quelques années, vous le savez très bien, Cap Excellence a essayé un petit peu de mettre en place tout un système autour du carnaval, point 3 au moins. Voilà, mais alors, il y a les deux côtés du couteau, quoi. Oui. Les couteaux à deux tranchants. Oui. Ils font beaucoup. Oui. Enfin, Cap Excellence, comme on les prend comme exemple, s'investit beaucoup dans le carnaval. Ils font beaucoup. Ils assurent toute la sécurité du carnaval. Le transport aussi. Beaucoup de choses. Voilà. Oui. Donc, ils font. On ne peut pas leur reprocher de ne rien faire. Par contre, c'est juste où est-ce qu'on s'arrête dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne et de ce qu'on attend des gens à qui on donne. Et c'est là où, voilà, qu'il y a peut-être un petit problème. Mais ceci étant dit, et il faut que les groupes de carnaval, que les comités, enfin bref, tous les organisateurs arrivent à garder, à gérer leur indépendance, entre guillemets, ou plutôt leur dépendance. L'argent attire, hein. Voilà, leur dépendance au système. Et, mais je pense que si chacun fait un effort de résistance du côté des groupes et des organisateurs et un effort de compréhension de l'autre côté, on doit trouver le bon équilibre. Et c'est ce qu'on a. On est dans une phase comme ça aujourd'hui où on a du mal à trouver un peu cet équilibre, mais bon, après, ça, je pense que les choses sont ce qu'elles sont. Ça va, ça vient, et puis on va trouver cet équilibre un jour ou l'autre. Alors, j'ai quand même comme le sentiment que depuis quelques années, les groupes à masse à Pau, commencent à prendre de plus en plus d'importance dans le carnaval. Alors, au reste. C'est un phénomène intéressant, surtout pour moi. Parce que j'imagine. Régulièrement, je rencontre des gens qui me disent, bon, Colomb, c'est vous. Alors, je ne le prends pas pour moi particulièrement, mais c'est vous qui avez inventé ce carnaval. Oui, et j'assume ça. Nous sommes, avec l'équipe qu'on avait depuis les années 1976, 15-76, on a inventé ce carnaval-là. Alors, on ne l'a pas inventé d'un seul coup. On n'est pas arrivé avec des réflexions dans un bureau. On s'est adapté sans arrêt à la réalité du terrain. Et donc, on avait plein de réunions, mais on s'est adapté et on a créé ce carnaval. Ce carnaval qu'on a créé a été exporté, je dirais, grâce à nos petits militaires, aux gens qui allaient faire leur service militaire en Guyane ou en Martinique. Même, oui, puisque le groupe à Martinique s'appelle
Plastic System Band est directement venu de là. Et en Guyane, pareil. Et donc, on a recréé on est parti d'un carnaval de chars et vers un carnaval de groupe à pied. Alors, je dis ça très synthétiquement. Après, on peut en discuter longuement. Mais, et donc, aujourd'hui, et ce carnaval de groupe à pied a commencé par des groupes à caisse claire. Alors, on fait des groupes plastiques, caisse claire, etc. Et a créé derrière, a généré derrière le phénomène de Mascapo. Avec les groupes historiques. Moi, j'ai toujours tendance à dire le premier, c'est Atata Combo. C'est vrai, non, mais historiquement, c'est vrai. C'est Atata Combo. Et donc, c'est eux qui ont fait cette transition-là. En fait, il y a une transition un peu spéciale qui est partie, si vous voulez, de la musique de Massa Saint-Jean, qui a été imitée par les plastiques et qui est revenue par les Mascapo. Donc, il y a une espèce de schéma un peu triangulaire comme ça. Et ça s'est développé au fur et à mesure. Aujourd'hui, avec alors, les Mascapo gardaient des limites, puisque c'était... Il y a des gens qui aiment s'habiller. Les gens vont au carnaval pour se montrer. Ils vont pas... Enfin, beaucoup de gens vont se montrer. Il y a quand même une sorte d'échange entre le public qui reçoit un spectacle et celui qui se donne un spectacle. Donc, on a ça. Et c'était le privilège des groupes à synthé, enfin, caisse claire, etc. Dit satin, plume et satin, etc. Ça a changé à partir du moment où les groupes à peau ont commencé à évoluer dans leur truc. Les groupes à peau, au départ, ce sont des groupes qui sont avec des neiges en bac à bande, etc. Donc c'est rien, ils s'habillent pas, ou quand ils s'habillent, enfin c'est un Kyo qui se met en tenue kaki ou des choses comme ça. C'est pas très intéressant. Enfin, au niveau costume, etc. Visuel. Et quand il y a des groupes, point d'interrogation, je pense. Vim. Machin avec son avatar Vim qui est sorti derrière, mais les masques à clés, aux clés là, masques à clés, etc. Les gens ont commencé à faire des costumes. Et ce truc-là est un peu paroxysmique avec un groupe comme Vim. Un costume de Vim, je dirais pas que c'est une œuvre d'art, mais c'est pas loin. Il y a du travail. En tous les cas, c'est un artisanat élaboré. Et donc, ces gens-là, le public a pris l'habitude de ça, et Vim, un groupe comme Vim, avec ce système de qualité de musique, de qualité de costume, donc qui tire la qualité vers le haut, a rapproché quelque part les groupes à peau des groupes à caisse claire. Donc il y a beaucoup de gens des groupes à caisse claire qui, comme ils veulent s'habiller, ils veulent faire des costumes compliqués, etc., ils trouvent maintenant des groupes à peau où on peut faire ça. Et donc, il y a peut-être... une mutation. Peut-être une glissade, voilà. Mais bon, les groupes à caisse claire ont encore... Ils ont de l'avenir. Oui, ils ont encore de l'avenir. Alors, je dis pas que ça va pas se poser un problème un jour, mais bon, c'est le mouvement, quoi. Le carnaval, c'est une espèce de grande rivière avec des moments où il y a des chutes, des moments où il y a des rochers, etc. On parle des Massapo. Alors, est-ce qu'il faut interdire le fouet? Non, mais c'est des phénomènes qui peuvent être maîtrisés. Je pense que rien ne doit être interdit, mais tout doit être maîtrisé. Dans les groupes, aujourd'hui, on n'a pas... Alors, comment les groupes sont arrivés? Les groupes sont arrivés parce que, à l'époque, les femmes que vous voyez dans le carnaval aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le studio aujourd'hui, les femmes se faisaient agresser systématiquement. Les filles dans le carnaval, c'était ça. Et le groupe, donc elles ne venaient pas dans le carnaval. La notion de groupe a permis aux femmes de rentrer dans le carnaval parce qu'elles sont protégées par le groupe. Donc, à partir de là, cette sécurité-là est assurée par le groupe de manière naturelle. Par contre, les groupes ont de réels problèmes de sécurité plus générale, donc à l'intérieur du groupe. Et je dis ça pas dans l'expression sécurité maximum, mais simplement dans le fonctionnement du groupe.
comment le groupe avance, comment les gens font accordéon, etc. Donc, c'est un peu ça qui doit être un peu aujourd'hui organisé pour ces grands, surtout dans ces grands groupes-là. Mais il y a aussi des petits groupes qui posent problème parce que quand vous arrivez derrière le dimanche dernier, tout le monde est arrivé derrière le groupe haïtien. C'est pas pour jeter l'opprobre sur eux, mais oui, je sais pas lequel qui était là, enfin, ou non Family Band ou un truc comme ça. Et qui arrive là, à l'entrée de la rue Frébeau, donc tu as tous les mascapos qui arrivent derrière et qui sont qui arrêtent net. Donc ça, c'est quelque chose à travailler, à améliorer à l'intérieur des groupes. Et donc les fouettards, c'est le même, doivent se gérer à l'intérieur du groupe, limiter le nombre de fouettards. Bon, il y a des groupes qui avaient autant de fouettards que de gens dans le groupe. Il faut limiter ça, c'est sûr, mais ça, c'est le travail de chaque groupe. Mais le fouet est un élément intéressant dans le carnaval. Alors, hier, j'ai reçu ici François Ladrizo, qui a sorti un morceau. Et je vais vous faire écouter un petit extrait. Et après, vous écouterez chez vous souvent. Vous allez dire un petit peu ce que vous en pensez. C'est parti. Qu'il a pris une chanson de Néoplat, comme sa poule, qu'il a transformée et il en a fait une espèce de morceau fédérateur de tous les masses. Alors il cite tous les groupes et pour lui, c'est une façon de fédérer. Mais si on mesure ça, c'est très intéressant parce qu'il nous rappelle quelque chose de très important. C'est que le carnaval, c'est la diversité des musiques. On a perdu énormément de choses qui se faisait avant les années 70. Quand le GDCF a repris l'organisation du carnaval en 75, c'était des orchestres qui faisaient de la musique. Donc c'est ce type de musique qu'on entendait. Moi, j'ai commencé le carnaval avec un petit camion sur lequel il y avait Tabou numéro 2, donc Francky Vincent, machin, les Hunters, machin, en chantant des chansons très mal élevées souvent. Et qui passait dans le carnaval. Et avant ça, on s'est arrêté. Donc pourquoi? Parce qu'on a récupéré la dernière musique qui existait, qui était celle de Massa Saint-Jean. Mais celle de Massa Saint-Jean, c'est pas celle de Vieux-Fort. Absolument pas. C'était pas non plus celle de tous les petits masses qu'on voyait, etc. Donc malheureusement, on a perdu une grande partie de cette richesse musicale qu'il y avait dans le carnaval. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai travail. C'était aussi un des souhaits de l'Office du Carnaval, d'arriver à collecter et de garder tout ce qui restait. C'était l'Assassin malheureux, qui était quand même un truc chanté avec des belles paroles, des trucs. Enfin, c'était vraiment plein. Tétralisé aussi, oui. Voilà, et avec des vrais musiciens derrière, enfin des vraies personnes qui faisaient de la vraie musique. Donc c'était c'est un bon truc, parce que ça rappelle que c'était aussi ça le carnaval et qu'il ne faut pas perdre ça. Bien, merci en tout cas d'être venu nous dire tout ça, Luc Coulon. On va vous retrouver probablement avant la fin du carnaval. On va faire venir aussi Willy Abord bientôt. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est la remise des diplômes à la CCI. C'est la Business School, l'ISEC. Effectivement, c'est hier au World Trade Center. Et Charlie Dagonia était là, bien sûr. Caméra, on regarde.
C'est important pour nous aujourd'hui de marquer ce moment, que ce soit mémorable pour les récipiendaires, donc 17 qui se sont inscrits pour ce diplôme ESSEC Business School, qui ont réussi, 100% de taux de réussite, et nous voulions, nous, CCIJ, les mettre à l'honneur en ce jour. La remise de diplôme, alors c'est à la fois un aboutissement et un commencement. C'est un aboutissement parce que toute la partie académique est maintenant terminée. Ils ont bien travaillé, ils ont bien appris, ils ont rédigé un mémoire qui, dans la plupart des cas, porte sur une des problématiques de leur entreprise. Donc c'est un aboutissement. C'est la remise du diplôme, mais c'est aussi un commencement parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à eux, il y a des opportunités qui s'ouvrent à eux, et ils sont beaucoup plus armés maintenant pour identifier et saisir ces opportunités. C'est 18 mois de formation qu'ils ont parcouru avec un mémoire, des travaux et un mémoire à réaliser, accompagnés de toute une équipe professionnelle qui les emmène au bout de ce diplôme aujourd'hui et de cette réussite. Pour moi, ça s'est très bien passé. Au début, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension par rapport à comment ça allait se passer. Donc tout le monde connaît que l'ESSEC, c'est une école de haute qualité. Et puis, il y avait un peu d'appréhension au niveau du contenu de la formation, du cours. Mais après, une fois qu'on a fait la connaissance avec les différents intervenants, les différents collaborateurs et participants de la formation, ça s'est très bien passé. Une bonne entente entre tous les participants, donc, même avec les professeurs. Les enjeux montent de plus en plus. Bon, là, on est sorti de la période Covid où on a été obligé de faire les cours en distanciel. Mais oui, les besoins, les attentes des entreprises, les problématiques des entreprises, que ce soit en Guadeloupe ou n'importe où ailleurs, deviennent de plus en plus complexes. Il y a maintenant en plus le côté RSE qui devient de plus en plus prégnant. Et toutes ces nouvelles problématiques, on doit les intégrer dans les programmes, ce qui les complexifie en permanence. Bien, en espérant que les chefs d'entreprise de la Guadeloupe auront l'occasion d'utiliser les compétences de ces jeunes. Juste une petite question là-dessus. Vous êtes aussi chef d'entreprise, ces jeunes formés à l'ESSEC. Oui. Non, moi, je pense... il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments d'écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats entre des écoles de formation qu'il y a ici et des écoles au Canada, en France, l'ESSEC, etc. Donc, aujourd'hui, on essaie d'emmener en Guadeloupe, avec en plus un volontariat même des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a... c'est l'université de Sherbrooke qui a monté des partenariats avec des jeunes, avec, je pense même l'université ici, en tout cas, qui ont travaillé avec l'ASFO ou d'autres organismes de formation, la CCI, et qui vont chercher ces grandes écoles qui montent des parcours ici et qui permettent, sans se déplacer, sans aller... En tous les cas, dans un premier temps, sans aller faire une ailleurs, formation sur place. faire la formation sur place. Donc après, c'est une partie du règlement des problèmes de formation qu'on a ici. C'est pas mal. Ok, tout de suite, la seconde pause, et on se retrouve tout à l'heure avec Ludivine et la suite des informations. Et bien sûr, aussi avec Madame Fazer, la culture selon Martine, dans un instant, tout de suite. 33, salut l'arrivée de Martine, bonjour. Bonjour Danick. Bien. Je te souhaiterai mes vœux tout à l'heure. D'accord. De façon sonore. Sabina est avec nous aussi tout à l'heure pour faire gagner les tickets. Mais avant, on revient à l'actualité. Et c'est Ludivine, il y a des choses qui se passent à Notre-Dame-de-Grâce. Effectivement, Danick, on poursuit du côté de Notre-Dame-des-Grâces aux Abîmes. L'école s'est vue embellie grâce au projet Colorful. Et c'est justement à l'initiative de la Seigneurie et de sa fondation PPG que l'école s'est vue justement refaite avec plein de couleurs. Donc c'est un reportage signé Michel Depape. Vous êtes là aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'inauguration du projet Colorful, premier projet en Guadeloupe, initié par nos voisins, la Seigneurie et leur fondation PPG. Voilà, et donc ils nous ont choisis pour participer à ce premier projet. Aujourd'hui, et c'est l'inauguration. Ce projet a commencé au mois de décembre et donc s'achève aujourd'hui. Il consistait en quoi ? Eh bien, il consistait à embellir l'école, les murs de l'école, à mettre de nouveaux jeux dans la cour, à embellir aussi les jardins. Et puis voilà, globalement, je pense que c'est réussi par rapport aux résultats que nous obtenons aujourd'hui. Ça vient déjà, nous sommes voisins, on se connaît, on est voisins depuis plus de, je crois, de 50 ans, aux Abîmes. Et ils ont été traumatisés avec Fiona, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, des inondations.
Nous, on a la possibilité, via une fondation PPG, d'amener un peu de fonds et de gérer un projet. Donc le choix s'est fait naturellement. Tout simplement la proximité, les enjeux pour l'école, pour les élèves. Et ça s'est fait très rapidement. Alors ce projet a commencé au mois de juin et à la suite c'était le premier contact pour nous informer, pour nous dire en quoi cela consisterait. Et après, donc, Madame Acassin, la directrice commerciale, m'a expliqué. Elle a rencontré l'équipe pédagogique. Et ensuite, nous avons présenté aux parents au mois de septembre lors des premières réunions parents-enseignants. Et ça a vraiment débuté, les interventions des professionnels, la participation des élèves avec le concours de dessin, l'intervention des bénévoles samedi dernier. Tout ça, c'est fait, ça a commencé en décembre et c'est terminé donc, là au mois de janvier. On a dépensé un peu plus de 60 000 € sans compter le bénévolat, donc c'est pas si simple que ça. Mais dès qu'on pourra, si on récupère, si la Fondation veut bien nous aider, on continuera évidemment, puisque quand on voit comment on est accueilli, quand on voit le résultat, ça donne envie tout simplement. Et puis le principe de colorful, la couleur c'est la vie. Nous on est marchands de couleurs, c'est notre principe de base. Et on sait que de toute façon, pour le bien-être de tout le monde, ça passe par là. Donc si on peut le faire, on le fera. Voilà, full color. Talina, bonjour. Bonjour. Et comme tous les mercredis, je vais faire gagner 2 tickets de cinéma. Bon. Alors, aujourd'hui, nous avons le chapeauté, c'est la dernière quête. Donc, vous connaissez, je pense, un peu le chapeauté. Il va vous raconter une histoire et dans l'histoire, on verra qu'il va essayer de regagner ses 7 vies. Puis, nous avons Mégane. C'est l'histoire d'une petite fille qui perd ses parents et qui va être élevée par sa tante qui lui crée une poupée qui devient sa meilleure amie. Donc voilà. Pour gagner ces tickets, il faut appeler au 05 90 96 10 10. Tout de suite? Oui, maintenant, dès maintenant. Dès maintenant? C'est parti. Bon, on vous remercie. Merci Talina, à Katoto. Et puis, on se retrouve avec Martine. Mais avant, je ne sais pas si que M. Saint-André est arrivé. Oui, il est là. Bon, il va pouvoir rentrer dans un instant. Mais en attendant, on va dire bonjour à Martine. Bon vœu, Martine. Bien parti, on en est là, ça? Écoute, pas si mal que ça. Donc, bon vœu à toi d'abord. Permets-moi de dire bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, fan club, fan familial, amis, parents, alliés, etc. Générique de Martine, c'est parti. Alors Martine, rebonjour. Rebonjour Danick, rebonjour à toute l'équipe qui est là et puis je souhaite des vœux sincères pour une très très belle année à tout le monde, à tout le pays, à tous les Guadeloupéens, à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Alors bien sûr, on va souhaiter la santé parce qu'on en a besoin pour tout faire. Oui. Oui, parce qu'on en a besoin pour faire tout ce que nous faisons. Mais au-delà de dire la santé d'abord, regagnons un peu aussi de l'humanité, regagnons de la sincérité, de la proximité, de la solidarité. Ça nous manque terriblement dans notre pays. On est en train de perdre ce qui est notre cœur de vie, notre non-non. Nous pas même garder voisine là qui est à côté. Alors si vous en sentez, mais au pas occupé de là qui est à côté, et des fois, il tout seul en case là, ça s'est arrivé il n'y a pas encore longtemps, oui. Pas loin, qu'on sort le sabre pour rien, voilà, il y a eu encore un meurtre au moule de trop d'un jeune homme pour rien. Donc oui, la santé, mais je pense que c'est la santé mentale que nous devons regagner, la santé de la solidarité, la santé de l'amour tout court. On aurait trouvé ça nous taillait avant, les lacous, les proximités, les moments à côté Kagadé Timoun. Enfin voilà, moi c'est ce que je souhaite pour la Guadeloupe, c'est se retrouver, vraiment ce qu'on était, ce que j'ai connu enfant et qui permettait qu'on s'en aille en laissant la porte ouverte et que chacun jette un coup d'œil sur l'autre.
Martine, je peux faire un vieux jeu de mots? Je te permets. Oui. Tu as retrouvé, tu es sur la bonne voie? Tu as entendu que ma voix, elle est en chemin. Elle est en chemin. Donc tu es sur la bonne voie. Là, mais pour là, ou pas sentir on t'y voile, on t'y. Il y a donc un chemin. Voilà, j'ai fait une petite angine bien pour débuter l'année. Pourquoi elle n'était pas la meilleure quotidienne? Ça, c'est bien. Et je peux même toujours pas chanter. C'est une belle histoire. Il va sortir. Il va sortir même. Alors, si on aille plus loin, l'applique est tombée. Bon, non, Dani, assez là. Mais ceci étant dit, Dani, c'est un scoop exceptionnel. Écoutez bien, je ne le répéterai pas 2 fois. Oui. Au mois d'avril prochain, je fais mon premier tour de chant. Pas vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais j'ai pas assez de parapluie, moi. Comment? N'importe quoi. Un Kevin Bray. C'était un scoop, alors pas répéter ça. Hein. Non, pas répéter, pour mon bâton. Au premier tour de chant. Je suis trop content d'avoir pris cette décision. Depuis toute petite, je voulais chanter et de m'y être. Et tu vas chanter quoi? Mais si on dit, Dani, que non. Écoutez. Même si vous dites, moi, il n'est pas bon, ça part à faire ailleurs, mais il faut écouter. Voilà, écoutez-vous tendre. Allez, hop. Okay. Tu sais que cette semaine, finalement, l'actualité agenda était extrêmement maigre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le carnaval. Oui. Donc, beaucoup de carnaval. Et toute vitesse, c'est carnaval. Donc, comme nous en carnaval et nous en galette, c'est un qui ça. On dit, bon, hop, on nous sautait à ces galettes là, expliquer qu'à ça y est, là, il sorti pour qu'il a nous toutes nous dans galette à présent. Oui. Galette des rois. Attends, pas la grande galette, non? Non, je ne parle pas de Marie Galante. Ah, d'accord, mais parce que Talina, t'es qu'à idiot. Mais non, Talina, c'est bien que je parle de celle qui se mange à la frangipane et que nous avons amélioré. Tu sais quoi, Ludivine, dehors les galettes? Qu'est-ce qu'elle fait, Ludivine? Je fais des galettes, c'est vrai. Tu fais des galettes? Bien mais sûr. Quoi? Quel type de galettes? Les galettes frangipane. Moi, c'est que frangipane. Oui, je suis désolée. Quitte à créer des problèmes, des discussions, des relais, des criers, La galette, c'est la frangipane. Pourquoi? Ça, c'est mon goût personnel, parce que j'aime beaucoup l'amande, etc. Oui. Donc, bien sûr qu'on peut la diversifier avec ce que nous avons dans le pays. Mais il y a une origine. C'est toujours la même chose. Il y a une origine, il y a une valeur, il y a une recette. Il y avait 2 galettes auparavant. La galette sèche et la galette frangipane, qui étaient beaucoup plus chères. Moi, quand j'habitais toute petite dans le territoire hexagonal, ma maman, elle pouvait acheter que la galette sèche. Et on la passait à peine au four. Et on était tellement contents déjà de manger ça. C'est quand je suis devenue grande que j'ai pu avoir de la galette à la frangipane. Alors, la galette des rois, qu'est-ce que c'est? C'est une galette traditionnelle qui a été élaborée, bien sûr, et qui est par des boulangers et qui est consommée, en général, à une période de l'année qui est la période dite l'épiphanie. Donc, c'est début janvier. Tout de suite après les fêtes de Noël et du Nouvel An, eh bien, nous avons ça. La galette se mange en France, au Québec, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, partout. L'épiphanie, qui est une fête chrétienne, rappelons-le, était la célébration de la visite des rois mages. Et la galette qui existe depuis la période des Romains, ça va très loin, elle était sacrée aux périodes des Saturnales. La Saturnale, c'était une fête qui se fêtait à cette période, et la galette des rois est originaire de cette période, de la Saturnale, fête romaine, qui se faisait au mois de décembre et qui permettait, lorsque l'année commençait, de permettre à une personne qui était de petites conditions d'être nommé roi pour une journée, et ce nommé roi pour une journée avait le droit de tout faire, à ce moment-là, de parler à ses maîtres romains, de commander, de manger ce qu'il voulait et de faire les fêtes qu'il voulait. À la fin de la journée, il perdait son rôle de roi et il retrouvait sa pauvreté. D'ailleurs, parfois, il était même mis à mort, et d'autres fois, on lui permettait juste de retrouver sa condition. Donc, depuis tout temps, donc effectivement, on pouvait manger cette galette toujours en la partageant, et comme je disais à l'instant, elle était divisée, partagée par un pauvre, un serviteur qui avait le droit cette journée-là donc de faire tout ce qu'il voulait et de dire tout ce qu'il voulait, même de parler à ses maîtres et de les commander. Par la suite, on a pris un enfant, un ange, disions-nous, quelqu'un qui est, comment on dit lorsqu'on parle d'un ange, quelqu'un qui est, on dit un saint, non pas un saint, pour un enfant qui n'a rien connu, qui est... Innocent. Un innocent, merci. On demandait à un innocent de se mettre sous la table, heureusement que vous êtes là, et de choisir et de distribuer en fonction du nom qu'il voulait sortir. Aujourd'hui, nous avons un peu gardé cette tradition, mais il faut savoir que ça revient de très très loin, de plusieurs siècles, cette galette, et que partout en France ou ailleurs,
Elle n'a pas cette forme arrondie que nous connaissons. Elle peut être toujours ronde. On l'appelle gâteau des rois. Elle est faite sous forme de brioche à ce moment-là. Elle contient non pas une fève à l'intérieur, mais elle contient des fruits confits. Et la fève également est devenue un épiphénomène, car jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des collectionneurs de fèves. Sais-tu comment on les appelle? Non. Je m'en souviens plus, donc je vais te le dire dans 2 minutes. Ah, vous même pas ça, d'accord. Mais si, je sais, je l'ai noté, mais seulement, on va passer aux fèves. Figure-toi que les premières fèves étaient effectivement des vraies fèves, donc le légumineux, et ensuite c'est passé à des fèves en matière précieuse. Il y avait même de l'or. C'était très rare, mais tu pouvais trouver une pièce d'or dans ta galette. Tu imagines bien que c'était un... Ouais, j'ai failli croire que c'était un autre mot. Tu vois ce que je veux dire? Le fabophile, etc. Merci beaucoup. Tu vois ça à quoi sert une assistante? Non, mais ça y est, je l'ai retrouvé sur mon papier, mais j'avais mis trop de choses. Les fabophiles, ce sont les gens qui font la collection des fèves. Et il y a une personne, j'ai retrouvé sa trace, qui a plus de 10 000 fèves dans sa collection. 10 000 fèves? 10 000 fèves. Donc, toutes les galettes, 10 000 galettes qu'il a vues, alors? Non, c'est des galettes de d'autres personnes aussi qu'on lui donne, il récupère. Il y a aussi une foire. Il y a des, ce qu'on appelle, comme pour les timbres, il y a des échanges qui se font à travers les pays, le marché aux fèves, à travers des pays, à travers également des foires, etc. Donc la fève est quelque chose, c'est une tradition qui existe depuis la tradition de tirer les rois. Et la fève remonte aux Grecs anciens qui l'utilisaient pour l'élection de leurs magistrats. Donc déjà à cette époque-là, on tirait les fèves, mais avec un autre objectif. Donc les adeptes des fèves, et fantaisie, et qui les collectionnent, ce sont les fabophiles. Oui. Vous aurez au moins appris ça aujourd'hui. Je vais immédiatement donc vous donner, voilà la fameuse couronne des rois, oui, qui est faite en brioche et en fruits confits, qu'on retrouve surtout dans le sud de l'Hexagone et dans le sud, tout le sud européen. Allez, je vous donne les 2-3 petits événements quand même qu'ils sont à retenir pour la semaine. Oui. Nous avons la Nuit de la Lecture. La Nuit de la Lecture, c'est la 7e édition. Elle a été initiée par le ministère de la Lecture, le ministère de la Culture, et reprise depuis peu maintenant par... la direction, je vous dirai ce soir, tu vois, j'ai des trous de mémoire. Elle est maintenant organisée par le Centre national du livre qui propose, sur proposition du ministère de la Culture. Et cette 7e édition, pour cette année en tout cas, se tiendra du 19 au 22 janvier. Qu'est-ce que c'est que cette Nuit de la Lecture? Eh bien, c'est un temps fort autour du livre pour faire apprécier le livre, redécouvrir le livre, aimer la lecture. C'est tenu en règle générale, bien sûr, par les bibliothèques de lecture publique, mais dans les écoles aussi. Et partout en France, Navarre et dans toute la Caraïbe d'ailleurs et dans de nombreux pays, cette Nuit de la Lecture se fait avec un thème cette année en tout cas qui s'appelle le thème, c'est la peur. Et autour de la peur, donc c'est aller raconter, aller chercher les contes d'antan. Et donc aujourd'hui, au niveau de cette fête de la lecture, il y a sur tout notre territoire un certain nombre d'événements qui se font autour de ce thème dans des bibliothèques. Et au Moule, j'ai retenu une, puisqu'il fallait en retenir une, celle que nous faisons, qui s'appelle la Nuit de la Lecture, mais c'est Raconte-moi tes peurs. Et cette soirée Raconte-moi tes peurs permettra aux enfants de raconter les livres qu'ils lisaient plus jeunes, mais qui leur faisaient un petit peu peur quand même, mais ils avaient besoin de cette lecture pour faire travailler leur imaginaire. Nous allons faire intervenir des adultes qui nous rappelleront aussi à quel point les histoires des parents leur faisaient peur. Et enfin, nous aurons un conteur qui s'appelle l'Écouse Lilian, qui sera avec nous pour nous raconter au travers du griot toute l'histoire de la Guadeloupe, au travers de nos histoires anciennes. Voilà. Merci Martine, qu'on va retrouver mercredi prochain. Et là, on reçoit Monsieur Patrick Saint-André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint chargé des affaires culturelles de la ville de Sainte-Rose. Oui. Et visiblement, au nombre de papiers que je vois devant vous, nous avons l'obtenu. Ah, même pas. Même pas bon. Oui, non, ça va. C'est-à-dire, j'ai mes petites fiches, vous n'avez rien oublié. D'accord. Ah, c'est des fiches, des mémos. Des mémos. Oui. Alors, quoi de neuf à Sainte-Rose? Ben, Sainte-Rose essaie d'aller mieux, hein. Oui. Sainte-Rose essaie d'aller mieux dans tous les domaines, surtout dans le domaine culturel, parce que une ville où la culture, le sport ne vit pas, c'est pas une ville qui s'épanouit. Oui. Donc on essaie avec le peu de moyens que nous avons par rapport à nos difficultés. Et on vous a cambriolé apparemment. On a cambriolé le service technique où tout le matériel des espaces verts a été dérobé. Oui. Donc ça c'est dans les mains de la justice pour le moment, voilà. Alors, des manifestations à venir dans les jours qui viennent? Si, on a la 14e édition ce week-end qui vient, là, du Carnaval Limace.
Carnaval Limas? Oui. Alors, qu'est-ce que ça va être exactement? Le carnaval Limas, c'est 2 jours de manifestation. Le samedi, avec un déboulé de groupe à peau. Et le dimanche, avec notre grande parade. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que si on veut venir à Sainte-Rose dimanche, c'est grand bonnet pour vous. Hein? Grand bonnet. Ouais, grand bonnet, puisque les déviations vont être mises en place dès 12h, dès 13h. Dès 13h? Dès 13h le dimanche, oui. Et voilà. la fin est prévue quoi, vers 22h? La fin est prévue, le dernier groupe part, s'il n'y a pas de retard, le dernier groupe part vers 17h10. Oui. Donc il faut compter que sans retard, j'ai bien dit. Oui. Donc il faut compter que le carnaval se terminera vers 21h30. 21h30. Donc si je suis à Sainte-Rose à cette heure-là, autant dormir à Sainte-Rose. Dès que tu vas quelque part pour dormir, il n'y aura pas de problème. On peut dormir là, quand? Alors, autrement, c'est tout uniquement là? Non, j'attendais que tu me poses des questions. Mais oui, je pose des questions. Alors, quoi de neuf autre que la grande parade du week-end? Mais quoi de neuf, Sainte-Rose avec un maire très, très ambitieux, a renouvelé les contacts avec les services de l'État. Oui. Et ce qui nous permet de mettre en place différents services de l'État qui n'existent pas sur le territoire de la commune, différentes activités. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a ouvert ce qu'on appelle la Maison France Service. Oui. Il y a des partenariats qui sont signés avec la NPE, il y a des partenariats qui sont signés avec la CAF. Tout ça pour aider les Saint-Rosiens, les jeunes Saint-Rosiens ou les plus âgés. Développer l'animation culturelle, c'est ça? Voilà, l'animation culturelle, l'animation sportive, l'animation tout court du territoire. Oui. Voilà. Les Saint-Rosiens vont être contents. Alors. Ben, j'espère. En tout cas, on se bat pour ça. Ça ne bougeait pas beaucoup il y a quelques années à Sainte-Rose. Non, je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de le voir. Dis-moi, quand ils mettent en route. Mais ils mettent en route. Ils mettent en route? Oui. Bon. Et il a une équipe très soudée autour de lui pour le moment. Et tout se passe pour le mieux. Et puis, nous avons un bon capitaine. Bon, ça va. Le bateau avance. Le bateau avance petitement pour le moment, mais nous espérons qu'il va avancer beaucoup plus vite. 2023, 2024. Je vous pose la question, en dehors de la grande parade des 2 jours-là, est-ce que pour les jours gras, qu'est-ce qu'il y aura à Sainte-Rose? Les jours gras, à Sainte-Rose, il n'y aura rien pour les jours gras. Cette année? Non, parce que, tu sais, depuis quelques années, les jours gras, ce sont 2 temps forts, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Tout à fait. Presque unifiés sur Pointe-à-Pitre. Tous les groupes défilent. Ils convergent soit vers Pointe-à-Pitre le dimanche gras ou vers Basse-Terre le mardi gras, ou Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre le mardi gras. Oui. Voilà. Oui. Donc, il fut un temps où il y avait des mardis gras dans les communes, mais depuis quelque temps, ça a disparu. On a tout recentré par rapport aux différentes fédérations qui existent. Mais les 2 grands forts, temps forts des jours gras, c'est Pointe-à-Pitre le dimanche et Basse-Terre. Il y a des boulots de carnaval intéressants à Sainte-Rose quand même. Eh bien oui, on a Wakachiriband, on a Vent Levé, oui. On a Vibration et on a un groupe à peau qui est Mangrove-là, qui fait un travail formidable. Oui. Voilà. Et je pense aussi que il y a une petite radio à Sainte-Rose qu'on entend beaucoup. Maintenant. Oui, Radio Sofaya, avec le président, M. Jean-Philippe Ouangassami. Oui, que Pipo, comment on l'appelle? Pipo. Nous avons un petit fausse bail, il vient ici de temps en temps et voilà. On l'invite. Donc, le dynamisme Sainte-Rosien au niveau de la culture s'affirme. Le dynamisme Sainte-Rosien au niveau de la culture essaie de s'affirmer puisque on a la chance d'avoir renouvelé les relations avec les différents partenaires institutionnels. Et donc, on a la chance et l'envie de vouloir redynamiser les choses. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une très belle fête de la musique. Ouais. Ça a été très décrié, ça a été très apprécié des Saint-Rosiens. Donc, on va essayer de faire la même chose avec ce premier temps fort de cette année 2023, qui est le Carnaval Limas pour sa 14e édition et qui existait déjà, oui. Et qui avait eu 16 éditions auparavant, mais auparavant ça s'appelait la Parade du Nord, qui était organisée essentiellement par le groupe Vent Levé Superstar, qui va fêter ses 42 ans cette année. Oui. Donc j'avais 14 ans, donc je te laisse deviner mon âge. Quand Vent Levé a été créé. Vous n'êtes pas fort en calcul, mais vous allez chercher, vous allez trouver. 14 plus 42, vous allez trouver. Voilà. Trouver ça, c'est pas difficile. Donc, voilà. Bon, donc, okay. Et qui est toujours là, et qui a toujours défilé.
parce que certains ont 42 ans, 45 ans, mais ils se sont arrêtés, ils ont repris. Mais voilà, les Viva faire son 42e carnaval cette année. Voilà, et donc nous avons Waka, nous avons Vibration, des groupes souvent dans les concours, qui gagnent les concours, et puis nous avons un groupe qui fait un travail culturel assez intéressant au niveau des groupes APO, qui a de bonnes relations avec tous les groupes APO de la région pointoise et de la région bastérienne, et même dans toute la Guadeloupe, qui est Mangrove là, voilà. Mais on aura l'occasion de vous recevoir, j'espère encore, monsieur de Saint-André. Sinon, si je pouvais juste dire deux mots sur ce carnaval Limace, où on a voulu mettre l'accent sur la sécurité. Très important, parce qu'on connaît tous les événements qui se passent. Donc, on ne dit pas qu'on sera 0% d'incidents, hein, mais on essaie. Donc, ce matin encore, là, c'est pour ça que j'ai eu ce petit retard. On était en réunion avec tous les services de l'État, que sont la gendarmerie, les pompiers, en accord avec les services de sécurité de la préfecture, pour encore mettre un dernier coup sur ça. On a insisté aussi sur l'accueil des personnes à mobilité réduite, qui vont avoir un espace qui leur sont réservés. On attend 8 groupes le samedi, et on attend 27 groupes le dimanche pour la grande parade, avec un concours, bien sûr, le dimanche. Bien. Voilà, bien. donc Bravo. les déviations seront en place, les contrôles seront en place depuis la Boucan, les déviations seront en place à Bébel, juste avant le collège, à l'entrée du bourg. Donc le maire veut que ce soit une fête sans incident, donc nous allons faire notre maximum pour que ce soit ça. Voilà. Voilà, bien, on vous remercie. Alors, je rappelle très rapidement qu'on a reçu ce matin Anne-Bertie Boudon, la directrice générale de la Poste, qui est venue nous expliquer ce qui se passe désormais à la Poste. Elle est arrivée tout de suite après la grande grève qui avait bousculé un petit peu les services postaux. On a reçu aussi Louis Collomb, l'ancien président de l'Office du Carnaval, qui est venu avec nous. Martine était là, comme d'habitude, aujourd'hui, elle a retrouvé la voix. Et Patrick Saint-André vient nous expliquer ce qui se passera à Sainte-Rose. L'actualité, c'est Ludivine qui va faire le rappel des titres très rapidement. Oui, en effet, Danick. Donc, du coup, nous avons pu voir à l'appel à la mobilisation de la population en cette période de grève la première édition du congrès Gine Caraïbes au Gosier, et également la remise des diplômes au CCI pour la Business School ESSEC, et pour finir, l'embellissement de l'école Notre-Dame-de-Grâce aux Abîmes. On remercie tout le monde, on remercie Martine, on remercie Talina, on remercie Enjoa, on remercie aussi notre photographe qui est avec nous depuis lundi et qui sera là régulièrement. Je parlais de notre ami Diamal, et puis le retour de... Ah ben oui, il est revenu, Jordan, il est il est revenu, et donc nous on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZTL. Merci d'être aussi souvent avec nous et aussi régulièrement. Il est parti pour demain.